Bonjour à tous, je m'appelle Claire-Hélène Weiner, je suis infirmière déléguée à la santé publique à Zalé et infirmière libérale à Vence. Je participe à la conférence parce que Fabienne m'a demandé d'intervenir. Voilà, c'est une grande première, j'ai pas l'habitude, donc voilà. Bon, je remarque que vous avez été tous bienveillants jusque-là, donc je compte sur vous. Voilà, du coup, vite fait, Azalée, peut-être pour vous mettre le contexte, infirmière libérale, vous savez, je pense tous. Azalée, c'est une association reconnue d'utilité publique. Et je travaille en collaboration avec des médecins généralistes et j'accompagne les patients dans le cadre de plusieurs protocoles et c'est principalement l'accompagnement de patients qui ont des pathologies chroniques type diabète ou qui sont à risque cardiovasculaire ou les enfants qui sont en surpoids ou voilà, il y a différents protocoles et voilà, donc c'est des consultations longues, j'ai du temps avec les patients, ce qui change de, je pense, un peu beaucoup de professionnels de santé. Et voilà, donc je les accompagne et je fais notamment, de l'éducation thérapeutique et de l'entretien motivationnel. Des mots un peu barbares. Vite fait, je vous ai mis la définition de l'ETP de l'OMS qui dit que ça vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il faut prendre en compte tout ce qu'on a vu un peu aujourd'hui, le côté biopsychosocial du patient. Il faut se centrer, c'est lui qui est au milieu et on brasse un peu tout ce qui est autour de sa vie pour voir en fait quels sont ses problèmes. Quels sont ses problèmes et au contraire quelles sont ses ressources qu'il a pour pouvoir vivre au mieux avec notamment une pathologie chronique. Et ça permet de développer des compétences différentes comme des savoirs, donc des connaissances, des savoir-faire. Un diabétique par exemple, comment est-ce qu'il doit gérer son insuline et le savoir-être. J'ai une douleur chronique, comment est-ce que je peux vivre, comment est-ce que je peux être bien malgré une douleur chronique. Donc le but c'est ça, c'est d'améliorer la qualité de vie en fait. Donc voilà, vite fait pour vous montrer un peu parce qu'on n'a pas le temps de parler des concepts et tout, mais voilà, c'est un peu ça, de brasser la vie, l'histoire de la maladie, quels sont les traitements, les habitudes alimentaires, l'activité physique, le sommeil, hyper important aussi, les consommations d'alcool, de tabac, la vie sociale ou scolaire pour les enfants, les écrans, la vie familiale. Et il peut y avoir encore d'autres cases, parce que voilà, c'est un tableau, c'est schématique, mais la vie est faite de plein d'autres choses encore. Mais ça permet d'avoir une vision un peu globale de la personne. Et donc les problèmes, quels sont les freins parce qu'il y a des choses qu'on peut pas changer, qui sont indépendantes à la personne, donc on pourra pas passer au travers de ça. Et à l'inverse, quelles sont les ressources qu'elles ont elles-mêmes, l'entourage, voilà. Au niveau de l'entretien motivationnel, donc je vous ai mis deux définitions, celle de Miller et Rolnick qui ont développé l'entretien motivationnel, qui étaient les psychologues qui ont fait dans les années 80, qui ont travaillé pour des personnes qui étaient dépendantes à l'alcool et qui ont codifié ça. Du coup, c'est un entretien guidé centré sur le patient pour l'encourager à changer de comportement en l'aidant à explorer et à résoudre son ambivalence face au changement. Et une deuxième définition de l'AFDM qui diffuse en fait l'entretien motivationnel dans les pays francophones, qui dit que c'est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la motivation propre d'une personne et son engagement vers le changement. C'est-à-dire que l'ambivalence, c'est quoi ? C'est que à chaque fois que on a un choix en fait, à chaque fois qu'il y a, par exemple, quand il y a deux choses qui sont opposées, par exemple, j'ai mal et je devrais marcher plus, mais j'ai mal et je veux pas marcher plus parce que j'ai mal. Et c'est opposé, mais il faut faire un choix en fait. Ou c'est j'ai quelques kilos à perdre, mais j'ai envie de faire tous les apéros le vendredi soir avec mes potes. Ouais, alors est-ce que c'est compatible, est-ce que ça l'est pas, mais j'ai un choix à faire. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une ambivalence, peu importe laquelle, ça peut être que ce soit pour nos patients ou pour nous-mêmes, on a toujours des ambivalences, on est ambivalent avec plein de choses. Donc en fait, l'entretien motivationnel, c'est là pour aider à faire un choix. Mais faire un choix, c'est difficile, c'est compliqué pour nous et c'est compliqué pour les patients.
que ce soit pour un petit truc ou un gros truc, mais il n'y a pas de petit truc et gros truc parce qu'en fait, c'est nous qui le percevons. C'est chaque personne qui le perçoit. Et du coup, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde et ça fait partie du changement. Ça pour le côté un peu ambivalence. Et du coup, pour la motivation, il y a plusieurs composantes. Il y a notamment la motivation qui est intrinsèque, c'est tous les facteurs qui sont en nous, c'est tout ce qui est nos valeurs, c'est tout ce qui est important pour nous. Et la motivation extrinsèque, c'est plutôt, je viens de faire un arrêt cardiaque, mais je fumais, il faut que j'arrête de fumer, mais parce que sinon, je risque d'autres problèmes. Et voilà, donc peut-être que je vais arrêter de fumer, mais je vais arrêter de fumer sous la pression pendant 8 jours parce que je suis hospitalisée, mais que si je rentre chez moi, j'ai plus la motivation d'arrêter de fumer. Donc voilà, donc ça a été montré que la motivation intrinsèque, c'est sur celle sur laquelle il faut s'appuyer pour que les personnes aillent vers le changement et de manière plus pérenne. Et du coup, il y a une autre composante aussi, c'est le moment, en fait, le bon moment, parce que parfois on veut aider quelqu'un, mais pour lui c'est pas le bon moment, et il faut aussi prendre ça en compte et il faut peut-être faire ça plus tard. Et voilà, du coup, il y a encore 2 autres composantes, c'est que ce qui est important, c'est d'évaluer l'importance du changement pour la personne, parce que si c'est pas important, elle y mettra pas d'effort pour y arriver. Et ensuite d'évaluer le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la confiance qu'elle a en elle-même. Donc c'est des questions qu'on peut poser aux patients et faire une échelle entre 0 et 10. 0, c'est pas important pour moi, 10 c'est important pour moi, et on évalue. Et du coup après derrière on peut poser la question pourquoi est-ce que vous l'avez évalué à 5 et pourquoi vous l'avez pas évalué à 3 et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait faire que vous l'évaluez à 7 et puis à 5. Tout ça, c'est des questions qui permettent après de faire verbaliser la personne pour qu'elle donne du discours changement. Et le discours changement, c'est tout ce qui est en faveur pour que la personne aille vers le changement et du coup qu'elle aille vers la décision d'adopter des nouvelles habitudes de vie, notamment des meilleurs comportements pour sa santé. Alors, vite fait encore, l'esprit du coup de l'entretien motivationnel, il y a plein de concepts, il y a plein d'outils. Dont l'écoute active dont a parlé Fabienne tout à l'heure, mais c'est surtout en fait une manière d'être et de communiquer en fait. La toute première chose, moi, vous le savez, peu importe dans tous les soins qu'on fait avec nos patients, c'est la toute première chose qui paraît évidente mais qui est importante, c'est de créer du lien. Et par exemple, il y a des personnes qui sont très réfractaires, qui sont un peu agressives. Et peut-être que la première chose, ce sera juste d'apaiser les choses et de créer du lien avec la personne. Ce sera pas de trouver des solutions. De toute façon, voilà, on va y arriver. Il ne faut pas trouver de solution, mais on en parlera après. Ensuite, il y a s'appuyer sur les valeurs de la personne. Qu'est-ce que c'est les valeurs de la personne? C'est tout ce qui est important pour la personne. C'est est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est le fait d'élever ses enfants? Est-ce que c'est le fait de pratiquer du sport tous les jours? Voilà, donc c'est s'appuyer vraiment sur ce qui est important pour la personne. Parce que ce qui est important pour l'une n'est pas important pour l'autre, et c'est ça qui va faire qu'elles vont avancer. Et pardon. Ensuite, il faut aussi faire confiance dans la capacité de la personne à changer. En fait, peu importe, il faut croire la personne. Déjà, la croire dans ses capacités de pouvoir changer et la croire dans ce qu'elle nous dit. Si elle nous dit qu'elle a mal alors qu'on croit qu'elle a pas mal, si, parce qu'elle le ressent ça en fait. Donc elle a mal, il faut croire la personne. Et ensuite, ne pas tenter d'imposer le changement. Donc les solutions viennent de la personne et c'est son choix qui est à respecter. Il y a plusieurs composantes. C'est que on a l'impression d'avoir la solution parce que nous, on veut bien faire en fait. On est là parce qu'on veut que nos patients ils aillent mieux, parce qu'on sait quel comportement ils doivent adopter pour aller mieux. Et voilà, donc on veut toujours aller dans ce sens-là. Donc ça part d'une bonne intention au départ. Sauf que ma solution en tant que soignant, c'est pas forcément la solution. C'est pas la solution de la personne. Ça peut l'être. Ça peut être quelqu'un qui est d'accord avec tout ce qu'on lui dit et qui va être compliant entre guillemets comme on aime le dire et que voilà, ça va se dérouler comme ça. Mais souvent c'est pas le cas en fait. C'est que nous, on a notre regard avec nos représentations, notre formation qui nous dit on est soignant, on est dans le curatif, on fait comme ça, on a les protocoles, on sait ce qu'il faut faire. Et on a les patients avec leur expérience, avec comment ils ont vécu toute leur vie avec des douleurs, avec une pathologie chronique, avec les contraintes de leur vie à eux, parce qu'ils ont des difficultés que nous on n'a pas, qu'on ne ressent pas, qu'on ne vit pas.
Donc, il faut garder ça en tête, déjà, que donc notre solution à nous, c'est pas la leur. Ensuite, aussi, le fait de pas imposer des solutions. C'est que on a encore une fois, ce réflexe correcteur d'imposer. Mais plus on impose, plus on apporte des solutions, plus on impose les façons de faire, et plus la personne en face, elle est en réactance. C'est-à-dire que elle s'oppose complètement à ce qu'on lui dit, parce qu'elle veut garder son autonomie, parce qu'elle veut garder sa liberté, parce que elle est une personne autonome et que voilà, elle veut garder tout ça pour elle. Donc non, je vais pas faire ce qu'on me dit, je vais aller à l'opposé. C'est des choses qui sont notées et qui sont très puissantes. Enfin, il y a le côté de valoriser et renforcer le patient. Et j'insiste sur le fait de valoriser et qui n'est pas féliciter. C'est pas de dire c'est bien, vous avez marché tous les jours, ou c'est bien, vous avez fait ceci, cela. Non, déjà rien que le fait de dire c'est bien, c'est un jugement. Même si c'est positif, c'est un jugement. Donc le fait de valoriser la personne, c'est encore une fois de s'appuyer sur tout ce qui fait partie de ses valeurs et ce sur quoi la personne peut se reposer pour avancer. C'est par exemple, oui, elle avait mal tous les jours, mais on a fait un petit exercice et j'ai un peu moins mal. Vous avez fait l'effort de faire cet exercice et vous avez un peu moins mal. Donc on a l'impression qu'on répète un peu, mais c'est comme les reflets, on répète quelque chose qu'elle a fait, mais il faut valoriser les gens, mais pas les féliciter. Voilà, et valoriser les gens, c'est ce qui leur permet d'augmenter leur confiance en eux et d'avancer et d'augmenter aussi leur sentiment d'efficacité personnelle et d'avancer vers leurs objectifs. Et de l'autre côté, c'est de lâcher prise, c'est de pas se mettre la pression, si on est déjà dans l'écoute active, si on instaure un climat de confiance, si on écoute le patient, si on lui montre qu'on l'écoute avec les outils, notamment d'écoute active en premier, et il y a d'autres outils derrière, je vais juste les nommer après, on avance déjà parce que le patient il se sent écouté et compris et accompagné en fait. Donc voilà, il faut surtout pas rechercher de solutions parce que c'est pas nous qui avons les solutions, encore une fois, c'est eux, et qu'on n'a pas d'obligation de résultats immédiats. Alors là, je vous parle plutôt pour des choses chroniques. Forcément, quelqu'un qui a mal et qui va par exemple voir un podologue, il aimerait bien sortir de là en ayant moins mal, forcément. Donc là, vous allez devoir combiner entre les deux, mais vous n'allez pas pouvoir changer radicalement les choses. Donc voilà. Et ensuite, autre chose, c'est que il faut accepter la temporalité du patient. C'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre parce qu'encore une fois, on est soignant, on est formé à avoir les solutions et à ce que ça avance et qu'ils fassent les choses et voilà. Mais ils doivent pas juste faire les choses, ils doivent en être investis, ils doivent s'investir, ils doivent penser que ça vient d'eux et le temps que eux se mettent en mouvement et mettre en action, mettre en place des actions, c'est pas le même temps. Nous, on aimerait bien, on leur dit un truc, qu'ils le mettent en action tout de suite, mais ça marche pas comme ça. Mais le fait d'être présent, d'être à côté d'eux, ça leur avance, ça les permettra peut-être d'avancer. Peut-être que ce sera seulement la fois d'après ou la fois d'après encore qu'ils avanceront. Et voilà. Et tout problème n'a pas forcément de solution. Si on a fait tout plein de choses bien, si on a été à l'écoute du patient, si on a utilisé des outils d'écoute et d'autres écoutes, ça arrive que malgré tout, on n'avance pas. Les personnes ne veulent pas avancer. Et on peut pas avancer à l'encontre du patient. Donc, on peut accompagner la personne seulement jusqu'où elle veut aller. On peut pas aller plus loin que ça. Et ça, c'est très frustrant, mais voilà, c'est à garder en tête aussi. Du coup, les outils de base, vite fait juste pour l'entretien motivationnel, mais qui peut aussi s'adapter. Ces outils peuvent s'adapter dans toutes nos relations, même s'il n'y a pas d'ambivalence à résoudre. C'est donc ce dont parlait tout à l'heure Fabienne, notamment les questions vertes. Donc, c'est toutes les questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non. En gros, elles sont presque à bannir. Elles sont pas à bannir quand vous faites votre anamnèse pour poser des questions importantes pour savoir si vous avez mal, oui, où est-ce que vous avez mal. Voilà, c'est une question fermée, mais on a besoin de le savoir. Mais après, voilà, si on veut aller plus loin dans la compréhension de la personne, on oublie un peu plutôt les questions fermées et on pose des questions ouvertes parce qu'en fait, on est non directif. C'est-à-dire que c'est la personne qui va nous donner l'orientation vers laquelle elle veut partir et qui va nous dire des éléments importants. Alors que si on avait posé des questions directives, fermées, on serait peut-être allé quelque part alors que la personne elle veut nous emmener ailleurs et que c'est d'autres choses qui sont importantes pour elle.
La valorisation, l'écoute réflexive, c'est les reflets dont vous a parlé Fabienne tout à l'heure aussi, et le résumé aussi. Et voilà, juste du coup pour finir, un petit outil que vous pouvez utiliser facilement parce que, encore une fois, en tant que soignant, on a beaucoup d'informations malgré tout à délivrer aux patients. Et le problème, c'est que donner de l'information, ça peut être problématique pour deux raisons notamment, parce que une information qui est déjà connue par le patient, qu'il a entendue déjà maintes et maintes fois, c'est exaspérant. Et parce que parfois, il y a des informations que la personne n'est pas prête à entendre, qu'elle n'a pas envie de savoir, et que si on lui dit ça, on passe encore outre sa confiance et voilà. Donc c'est très important quand on a une information à faire passer, parce qu'on a estimé que c'était important à ce moment-là de lui partager, que en tout premier, on s'enquérit de ce qu'elle sait et de ce qu'elle comprend du sujet qu'on veut traiter, donc qui a été traité en amont ou qui a été abordé, et on se dit tiens, elle a certaines connaissances, mais il lui manque peut-être des infos et je voudrais compléter. Donc d'abord, on lui demande qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce qu'on vous a dit, voilà. Ensuite, donc la personne expose ce qu'elle sait, et donc là, l'outil DPD, c'est donc de lui demander, avant de lui donner l'information, c'est de lui demander: est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous donne des informations complémentaires? Est-ce que je vous donne mon point de vue? Voilà. Et en fait, ça peut vous dire, si elle vous dit non, c'est qu'on s'est complètement trompé, qu'on était à côté de la plaque, qu'en fait, elle s'en fiche de savoir ça, donc on laisse tomber. Ça sert à rien de lui donner l'information, parce que de toute façon, elle ne l'entendra pas. Et sinon, si elle est d'accord, elle s'engage en fait dedans, et la personne est engagée elle vous dit oui, et elle est engagée à écouter l'information, et du coup à l'intégrer plus que si vous lui aviez juste dit comme ça. Après, du coup, le P pour partager. Donc, vous partagez l'information que vous avez lui partager. Et enfin, c'est pas juste je donne une information, c'est je valide derrière, je lui demande qu'est-ce que vous en avez compris, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça suscite en vous, pour savoir justement oui, en fait, oui, je peux en faire quelque chose, ou ça me perturbe, ou oui, ça conforte quelque chose que je pensais auquel j'en ai pas parlé avec vous. Voilà, c'est un outil en fait pour que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. Donc c'est un outil qui fait partie de l'entretien motivationnel, donc pour aider à résoudre une ambivalence, mais finalement on peut l'utiliser partout. Donc c'est pratique. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager sur un court laps de temps. Voilà, du coup en termes de bibliographie, j'ai marqué deux choses importantes. Miller et Rolnick, qui ont élaboré, qui ont conceptualisé l'entretien motivationnel. C'est une mine d'or d'informations. Pareil, après, l'entretien motivationnel en soins infirmiers, mais qui peut s'appliquer à plein d'autres paramédicaux. Et voilà, c'est aussi c'est très pratique parce que on a vraiment des entretiens transcrits. Donc ça donne des phrases types. En fait, ça nous exerce vraiment. Et si on a vraiment envie de s'exercer, alors déjà je vous conseille l'AFDEM, mais ça c'est pour la globalité parce qu'il vous balance tout sur les concepts, l'esprit. Il propose des formations mais qui sont très vastes. Et si vous voulez des formations très concrètes, très applicables à la podologie, je vous conseille de vous tourner vers Fabienne et Fanny qui transposent tout ça vraiment de manière appliquée à la podologie. Parce que là, c'est un peu général et je l'ai pas trop mis sur la podologie, mais elles, c'est ce qu'elles font et en bien plus de temps qu'en 15 minutes. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci Claire-Hélène pour cet exposé. Donc, pour refaire un récap, donc l'ambivalence, c'est typiquement le gamin, vous lui dites, mais pas les doigts dans la prise. Oh, il va se dire, j'y vais pas, oh, j'y vais. Donc, il va faire l'inverse dans ce qu'on lui demande. Ou alors, il va s'opposer, on se pousse tous. Quand on propose à un être humain de changer de comportement, tout de suite, il va se mettre à s'opposer la balance. S'il a plus d'intérêt à lui à changer, il va y aller. S'il trouve que lui, il n'y trouve pas son intérêt, il ne va pas y aller. Donc nous, notre job de soignant, c'est de faire en sorte que la personne trouve qu'il y a plus d'intérêt à y aller. Maintenant, on ne va pas la forcer non plus. Si on n'est pas dans une temporalité, si elle n'a pas les ressources, de toute façon, on sait que ça va être plus compliqué à gérer. Donc on rentre du coup non plus dans la solution, on va rentrer plus dans une espèce de négociation de qu'est-ce qu'on fixe comme objectif de soin. Et c'est là où on parle d'alliance thérapeutique et de faire en sorte que le patient se sente à l'aise pour discuter avec nous et on parle concret.
Donc on perd pas de temps, quoi. Et on négocie les objectifs. Parce que justement, encore une fois, on aurait envie de dire, il faut qu'il fasse des exercices 3 fois par semaine ou tous les jours, mais peut-être qu'il n'en est pas capable. Donc ça sert à rien de poser cet objectif-là s'il n'en est pas capable, parce qu'au contraire, ça va le dévaloriser, il va perdre confiance en lui. Alors que si pendant la consultation, vous négociez ensemble un objectif, et l'objectif c'est peut-être de faire 1 fois par semaine des exercices, peut-être que pendant 2 semaines, il y arrivera 1 fois par semaine. Vous, derrière, vous pourrez le valoriser en disant, oui, vous avez fait l'effort de faire votre exercice 1 fois par semaine. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez en faire plus? Et du coup, on peut augmenter, c'est les objectifs très précis. Ça s'appelle les objectifs SMART. Vous pouvez chercher ça, c'est très facile. Mais plus un objectif est spécifique et qu'il est facile à atteindre, plus on l'atteint et plus ça renforce en fait la confiance en soi et plus on peut avancer comme ça. C'est avancer marche par marche, étape par étape. Si on a un objectif global, mais si on est de tout en bas et qu'on voit en haut de l'escalier, on va se dire en un pas c'est impossible d'y arriver. Et si on voit que chaque marche elle est à ma portée de main, on avance comme ça. Donc c'est pareil pour les objectifs.